je m'appelle Juan Plans et en fait, je suis ingénieur avant-vente pour Radware. Donc Radware est une société israélienne qui est fondée en 98 et on comporte à plus de 1000 collaborateurs dans le monde. Et en fait, on est connu pour des solutions aussi bien dans la partie ADC, répartition de charges, que dans les solutions de sécurité. Donc, une des solutions de sécurité dont nous disposons est un WAF, donc c'est un firewall applicatif. Et sur ce domaine, on est reconnu comme leader sur le marché, que ce soit par Gartner ou Forrester. Et j'aimerais juste toucher trois aspects qui me semblent importants sur la solution WAF. Donc, d'un côté, c'est une solution qui s'appuie sur des politiques dites positives et négatives. D'un autre côté, c'est une solution aussi sur laquelle il y a énormément d'efforts qui est fait sur la gestion des faux positifs et donc tout ce qui est la partie run, parce que comme on le sait, gérer un WAF au quotidien, c'est quelque chose qui est lourd et compliqué. Et finalement, et là je fais un peu un retour en arrière, 3 ans en arrière, on était sur un facteur de forme. Ça marche pas ? Si, mettez bien le micro en fait, la capsule comme ça. Comme ça ? Voilà, ah, voilà. Eh oui. Et la lumière fut. Merci, oui, ce sera mieux. Merci beaucoup. Donc voilà, donc 3 ans en arrière, en fait, on disposait donc de cette technologie WAF qui était plébiscitée sous forme d'une appliance ou sous forme de machine virtuelle. Donc en parallèle à ça, donc pourquoi Kubernetes WAF? En parallèle à ça, ce qu'on constate, donc c'est une adoption de plus en plus grande de tout ce qui est architecture de microservices, donc en s'appuyant sur des containers et avec cette notion de abstraction de la partie hardware, de la partie vraiment applicative. D'accord ? C'est quelque chose qui permet d'être beaucoup plus flexible, que ce soit sur les technologies embarquées, sur les cycles de développement, sur tout ce qui est notion de scaling, scale-out. Et bien sûr, cette partie-là attaque aussi à des conséquences sur la partie sécurité. Donc, si je pars d'une architecture classique à gauche, dite monolithique, là où en fait j'ai bien mon trafic internet qui arrive sur les infra classiques de sécurité qui comportent donc un répartiteur de charges et nous dans notre cas avec un WAF embarqué on-prem. Ensuite je vais retrouver une ferme de serveurs qui va tranquillement servir mes requêtes avec la persistance au bout. Quand on part donc sur une architecture basée en microservices, en fait on se retrouve avec beaucoup plus d'échanges côté sur ce qu'on appelle le East-West. C'est-à-dire que les serveurs, les microservices vont échanger beaucoup plus entre eux. Et si on réfléchit toujours sur la partie monolithique, on est sur un même process qui tourne sur la même machine, donc on n'a pas besoin de sécuriser ces flux. Là où quand on est dans en architecture microservice, ces échanges se font par le général, soit par des messages, soit par des API. Donc du coup, forte croissance sur la partie Est-Ouest, besoin aussi donc, de sécuriser les différents microservices à l'intérieur du périmètre. On ne peut plus s'appuyer sur cette notion périmétrique. On en rentre un peu dans une discussion zéro trust. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, ce facteur open source. Open source ne rime pas forcément à chaque fois avec la sécurité. Donc du coup, si je prends un exemple, bon là c'est un petit peu flou, on retrouve l'architecture monolithique dans le bas, donc end user, partie répartition de charge avec un WAF embarqué, terminaison SSL aussi très important, discussion avec la ferme des serveurs et persistance. Et si je reprends l'analogie, ça c'est vraiment un exemple qu'on retrouve un peu partout. C'est un site retail, donc on retrouve 2 microservices de front, un pour la partie end-user avec la web application, une API gateway, et ensuite une myriade de microservices qui vont exposer les différentes facettes de mon site. Là, je crois qu'on a mis gestion des clients, catalogue, ordering. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que quand j'ai une requête qui arrive sur mon front, lui, il va dispatcher et va discuter avec les différents microservices qu'il y a derrière. Si je reste sur une approche classique nord-sud, avec une appliance à l'extérieur, avec ce même modèle, la sécurisation va, dans le modèle monolithique, oui, je arrive à sécuriser mon serveur. Dans la partie en explosion en microservices, je suis bien protégé au niveau de l'API et au niveau du web app. Par contre, sur les microservices qui sont plus internes, qui n'ont pas vocation à être exposés à l'extérieur, on n'a pas ce même niveau de protection, donc il suffit d'être infiltré au niveau des web services qui sont dans le front pour que tout le périmètre tombe. D'où, en tout cas à notre sens, l'intérêt d'avoir une sécurisation qui va se produire au sein même des différents microservices. Donc on pourrait parfaitement imaginer une architecture là où on va déporter cette instance de WAF, on va envoyer les flux et les refaire rentrer dans les différents microservices.
mais c'est quelque chose de lourd et qui impliquerait au minimum un nouveau chiffrement et déchiffrement TLS parce que le WAF ne parle que HTTP. D'où, pour nous en tout cas, une raison plus que suffisante pour décliner donc, notre solution WAF qui s'appelle AppWall dans un facteur de forme Kubernetes. Donc du coup, cette solution, donc le portage sous Kubernetes de la solution AppWall, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte, comme tout WAF, une notion simple. Enfin, il faut toujours penser en termes de stack protocolaire. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va normaliser l'HTTP et rejeter tout ce qui n'est pas normalisé. Dans un deuxième temps, on va pouvoir appliquer un différent nombre de modules ou de filtres, comme on les appelle en tout cas chez nous. Donc, d'un côté, on va pouvoir appliquer des signatures qui correspondent à une sécurité dite dans un modèle négatif qui va nous permettre d'intercepter des vulnérabilités, des expressions qui vont pouvoir parer à des attaques type SQL injection et autres, voire éditer des custom rules basés sur des classifications de requêtes et blocage ou pas en fonction de souhaits de métier. On peut également appliquer de whitelist access control. Donc là, sur cette rubrique, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose directement aussi d'une fonctionnalité de géolocalisation, et donc la possibilité de faire du géoblocage. Et last but not least aussi, une fonctionnalité comportementale qui s'appuie un petit peu sur, on va dire, un mini bot manager qui va vous permettre de quantifier chaque session d'utilisateur et de se dire, bah, finalement, cet utilisateur est un petit peu présent, un peu trop présent. Par exemple, si je prends l'exemple d'une page de login, on va pouvoir parer à des attaques de type credential stuffing en limitant donc l'action de différents utilisateurs sur différentes ressources. Sur la partie API, donc en fait, on comporte toujours le même socle, on est toujours sur du HTTP. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que comme au niveau des API, souvent on parle du JSON, on va pouvoir, donc la solution dispose aussi de la capacité de parser du JSON, voire d'importer des Swagger. Donc en fait, c'est des documents au format OpenAPI qui vous permettent de décrire comment une application doit échanger avec vos API. Donc du coup, établir un catalogue et d'enforcer le schéma correspondant. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de bloquer tous les échanges qui vont à l'encontre d'un endpoint et qui ne respecteraient pas la syntaxe définie dans le Swagger. Par exemple, un champ ID qui est attendu et qui est numérique, si vous mettez des lettres, en fait, on va pouvoir être en mesure de bloquer ce champ-là. On va également être en mesure de bloquer les attaques embed. Donc, je m'explique, si je prends un JSON qui décrit une personne avec un nom, un prénom, un âge, on va parfaitement être en mesure d'appliquer le même type de filtrage contre les injections SQL sur un paramètre du JSON, comme le prénom, au même titre que dans une requête HTTP sur un site web, on l'aurait fait sur une query string argument comme voilà, âge. Et comme on dispose du coup du catalogue API, on va être aussi en mesure de définir un quota management par endpoint. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, pour une session d'un utilisateur donné, ce endpoint va pouvoir être sollicité un nombre maximum de fois pendant une période donnée. Donc du coup, la solution elle-même, en fait, c'est une solution qui tourne de manière native sur Kubernetes. C'est-à-dire que c'est une application qu'on va installer au même titre que vous installez vos applications sur un cluster Kubernetes. Et du coup, de ce fait, on va être en mesure de la déployer, que ce soit sur une installation bare metal chez vous, ou alors sur un cloud public, ou encore sur des distributions telles que Red Hat OpenShift. Au niveau architecture, ce que vous retrouvez ici, c'est un des multiples modes sur lesquels on peut travailler, étant donné qu'on est vraiment natif. Donc, ce schéma de déploiement fait appel à un service mesh, Istio. Et donc, en fait, ce que vous retrouvez en haut à droite, c'est ce qu'on appelle un ingress controller, qui va me permettre de définir comment je reçois les flux externes au cluster pour être déployés par les microservices. Ça va arriver sur un service, qui est ce nœud qui est ici. Et en fait, on va finir par atterrir sur les pods. Sans la solution, au sein des pods, on aurait juste eu la partie qui est nommée container. Là, Istio va automatiquement injecter le sidecar envoy qui va me permettre d'avoir de la télémétrie de manière classique sur mes applications Kubernetes. Et nous, de notre côté WAF, on va pouvoir déployer à côté de Istio un container qui s'appelle l'enforcer qui va pouvoir garantir que les échanges sont légitimes et ne sont pas malicieux. Donc, comment c'est fait? On utilise une fonctionnalité d'Istio qui est le Xload filter, donc filtre d'autorisation externe, pour pouvoir envoyer
une copie de la requête sur l'enforceur qui lui va faire un retour en disant on autorise ou pas. Ce même enforceur, donc du coup, va dire oui ou non et va bloquer, va ramener des données, que ce soit de télémétrie par exemple sur la bande passante ou le nombre de requêtes que l'on voit, et également les événements de sécurité qui sont détectés, qui sont considérés comme étant malicieux. Donc ça, c'est pour la partie datapath. Maintenant, toutes ces informations remontent, comme je le disais, sur une application qui est installée sur votre cluster dans son propre namespace, qui expose un certain nombre de services. Donc une GUI, si vous voulez gérer l'application de manière user-friendly, un contrôleur, bien sûr, pour gérer le tout. Et ensuite, au niveau des événements, on va s'appuyer sur une stack élastique sur laquelle vous pouvez vous interconnecter avec un Kibana. Ou alors sur la télémétrie, on va utiliser Prometheus, sur lequel vous pouvez câbler de manière assez facile un Grafana. Donc une partie centralisée qui est pour le contrôle et une partie datapath qui va s'occuper de l'inspection du trafic. Donc du coup, les aspects les plus importants à souligner, donc en fait, c'est vraiment DevOps, c'est vraiment une autre solution qui est compatible avec l'esprit DevOps, c'est-à-dire que vous pouvez la piloter en ligne de commande, vous pouvez l'éditer, vous pouvez parfaitement éditer le envoy filter et dire je vais finalement, si j'ai une latence trop importante, je vais laisser passer la requête ou non, je vais me mettre en fail close, fail open comme je le souhaite. Tout peut être vraiment modifié en ligne de commande depuis kubectl, voire piloté avec des API. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, donc au niveau de sécurité, on est full compliant avec le WASP Top 10, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On va intégrer des filtres positifs, de sécurité positifs et négatifs. Et très important aussi, la sécurité est contrôlée par Kubernetes. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les fonctionnalités qui sont offertes par Kubernetes. Par exemple, on peut parfaitement imaginer le use case où en fait j'ai une croissance au niveau des requêtes. Donc du coup, automatiquement, le cluster va spawner des nouveaux pods de mes microservices. Automatiquement, ça va embarquer les containers qui vont bien, que ce soit Istio, que ce soit sur l'enforceur, qui vont continuer à garantir le bon fonctionnement de mon application. Et très important aussi, c'est une solution qui est du coup air-gapped. C'est-à-dire que si je revenais dans le slide précédent, les échanges qu'il y a entre le filtre, donc entre le envoy et le enforcer, ne laissent pas de place à l'intrusion. En fait, on considère qu'on est vraiment au sein du pod, donc on est dans un environnement qui est safe. Ah, je suis revenu en arrière. Hop, je reviens. Voilà. Et donc du coup, comme je le disais aussi, au niveau de la télémétrie et donc de la visibilité, donc ça va être du Prometheus et de l'Elasticsearch. C'est quelque chose qui est assez standard et vraiment sympa à utiliser. Donc du coup, en conclusion, nous, notre philosophie dans ce sujet, c'est de se dire ce modèle de déploiement, là où on quitte un déploiement périphérique au niveau sécurité pour se rapprocher au plus près de l'applicatif, c'est la manière la plus simple de protéger le trafic est-ouest et donc d'embrasser cette nouvelle philosophie de microservices. Ça comporte nombre d'avantages. Donc, comme on l'a vu, on peut tourner sur des clouds publics, on peut se déployer sur n'importe quel cluster Kubernetes. On bénéficie de manière native d'un bon nombre de fonctionnalités, donc notamment la scalabilité ou la résilience. Et comme je le disais aussi, c'est une solution qui est air-gapped. C'est-à-dire que quand on dit air-gapped, c'est qu'il n'y a pas d'interstice. En fait, il n'y a pas de... Je n'envoie pas le flux en dehors, je suis obligé de le chiffrer, ça fait autant d'étapes qui peuvent être compromises. Et donc du coup, en fait, comme je le disais au début, donc c'est une solution qui est plébiscitée, une bonne solution de sécurité, que ce soit sur la partie web ou sur la partie API. Et voilà, j'ai fini. Je ne sais même pas quel est mon timing, mais... Ah je suis bon, 2 minutes. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou... Oui, n'hésitez pas, profitez-en. On est dans le timing encore, donc c'est parfait. Vous savez, j'ai même pas eu à vous prévenir, c'est nickel. 15 minutes, voilà. Bravo. Non, sinon je suis dans les parages. Il y a une question. J'avais juste une question concernant le côté API. Vous supportez que Elastic? Alors, Elastic, c'est pour la gestion des Ouais, événements de sécurité. Oui. D'accord. Donc,
En fait, à la base, dans le control plane, c'est vraiment une stack élastique. Ouais. Mais après ça, c'est libre à vous. Vous pouvez vous interconnecter et puis envoyer les événements où vous voulez. Ok. Mais à la base, dans le design de l'application, le stockage en lui-même des événements de sécurité, c'est de l'élastique. Ouais. Ok. Ok. Ça va. Merci. Merci. Une autre question? Monsieur. Bonjour, comment vous traitez le déni de service? Parce que les WAF, ça sert aussi à ça, mais le vôtre, apparemment, non. C'est pour ça. Alors, le déni de service, c'est un sujet très intéressant. Et en fait, Radware, nous, on est leader là-dessus. On a une autre solution pour cette partie-là. Là, quand on parle de déni de service, ce serait vraiment un déni de service applicatif. Donc, en fait, de ce côté-là, c'est ce que je montrais quand je parlais de la sécurité. Donc, on a la partie comportementale sur les endpoints et les quota management sur les API. Mais la partie, par exemple, un SYN flood, c'est quelque chose qui sera déjà traité bien en avant dans le réseau. Voilà, faut pas oublier qu'on a traversé quelques reverse proxy avant d'arriver sur l'inspection. Très bien. Une autre question éventuellement, dernière? Tout est clair? Eh bien, merci beaucoup.